Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour voilà, c'est le tout dernier épisode avec Éric Dagrand. Éric, bonjour. Bonjour, Jérôme. On a envie de rentrer avec toi un petit peu dans les coulisses de ce podcast. Déjà, combien de temps cela t'a pris pour enregistrer toutes ces interviews? Il y a eu combien de rendez-vous avec Gigi? Je pense qu'on peut dire une dizaine concernant les enregistrements, parce que parfois on en faisait 2 dans la journée. Mais c'était, en fait, c'est pas que c'était éprouvant, c'est qu'il avait envie de réunir ses souvenirs pour qu'ils soient les plus justes possibles. Donc il y avait un travail pour lui un peu préparatoire, et quand on était dedans et qu'il me disait: «Ah ben tiens, j'ai oublié ça, faut couper, il faut qu'on le refasse». Donc en fait, il notifiait les choses, et quand on refaisait le déroulé, il rajoutait ces éléments-là. Le plus long finalement, ça a été de trouver les moments où il était disponible et où je pouvais l'être moi pour enregistrer, ces podcasts. Les thèmes, les questions, vous les avez travaillés tous les deux ou tu arrivais déjà avec une trame? Non, en fait, l'idée de départ, c'est que sur le Tour de France l'année dernière, je me suis retrouvé à San Mamés, au pied de San Mamés, la cathédrale, à Bilbao, pour le Tour de France, disais-je. Et j'avais une vraie passion pour ce stade parce que c'est le plus vieux souvenir que j'ai des Girondins en Coupe d'Europe. Et donc j'ai fait la visite du stade, et en rentrant, je me suis dit, mais tiens, mais comment ça s'est passé le match? Parce que dans mon souvenir, le match retour n'était pas retransmis à l'époque. J'avais été au stade pour le match aller, mais j'étais tout gamin. Et donc j'avais envie de voir comment ça se passait. Et donc je l'ai appelé juste après le match, et enfin juste après l'étape. Et je dis, bon alors, Gigi, voilà, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, les souvenirs. Et il me raconte des anecdotes de dingue qui n'ont rien à voir à proprement parler avec le match, mais j'avais envie d'en connaître tous les détails, quoi. Voilà. Donc, pardon. Donc, il est rentré dans des informations qui étaient pas confidentielles, mais qui étaient propres aux joueurs. Donc, c'était un joli moment. 18 épisodes, on va écouter dans quelques instants le tout dernier. C'est le jubilé. De ces 19 épisodes, quelle information tu as vraiment appris, où tu as été surpris, ou c'est je ne vais pas dire un grand secret qui nous a dévoilé, mais qu'est-ce qui t'a fait Non, le plus enfin, kiffer quand tu l'as j'ai écouté? pas en mémoire un ou deux exemples qui soient au-delà des autres, mais Euh, tout était chouette. En fait, la carrière de cet homme est exceptionnelle. Mais au-delà de sa carrière, c'est l'homme lui-même qui est formidable. Attends, il y a beaucoup de bruit autour de moi, pardon. Non, 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 tout va bien. Il y a, c'est vraiment quelqu'un qui humainement est chouette, quoi. Donc, sa carrière est à l'aune de l'homme qu'il était. Alors, tous les deux, on a un point en commun, c'est qu'on appartient à deux grands clubs de football. Toi, les Girondins de Bordeaux, moi, l'AS Saint-Etienne. J'imagine, si je me mets à ta place, pour choisir un joueur, c'est compliqué. Vu l'histoire de nos deux clubs, et elle est longue, elle est grande et elle est belle, cette histoire, pourquoi Gigi? Et pourquoi Bah, pas un comme autre? toi, Pourquoi tu pas pourrais Tigana? choisir Pourquoi Platini. pas. Bah, parce que c'est l'homme qui a fait le plus de matchs aux Girondins, c'est l'homme qui a marqué le plus de buts, c'est le capitaine emblématique. Euh, les nouvelles générations, comme les anciennes, connaissent Alain Giresse. Par bonheur, il est en bonne santé. Il sera là le 14 mai prochain pour les 100 ans de l'Escure. Bah, c'est une bibliothèque vivante, cet homme-là, tu vois. Et puis, il a été vice-ballon d'or. Enfin bon, enfin, j'ai envie de te dire que, à part Platini et Zidane, dans les numéros Hmm. 10 en France, tu vois, Ouais. et deux des trois ont joué aux Girondins. Et même Ouais, ouais. Platini a joué avec le maillot des Oui, Girondins. avec un maillot des Girondins. On l'a entendu Voilà. sur l'épisode numéro. Non, on va l'écouter sur le jubilé. Ah ben ouais, Il si en tu parle. spoil en plus. Il en parle dans le dernier podcast. Vous en parlez un petit peu. 18 numéros, on a des milliers d'écoutes, hein, d'écoutes et de vues sur YouTube. C'est quoi le retour des supporters et les gens qui t'aiment et qui ont écouté le podcast? C'est quoi Est-ce qu'il manque quelque chose ou alors ils sont ravis et comblés? Non, je pense qu'il y a avant tout de la fierté. Quand tu es bordelais, tu penses à Chaban-Delmas parce qu'il a été le maire le plus longtemps à Bordeaux. Et puis tu penses à Giresse, tu vois. Et après, tu penses à la trocotte frite, au foie gras et au cèpe. Mais, Ouais.
Mais ouais, ça fait partie des. Je pense que le jour où cet homme disparaîtra, moi, honnêtement, j'ai peu d'admiration pour les joueurs en général, d'ailleurs enfin, quand je suis pas fanatique, voilà. Ouais. J'ai pas de, tu vois, au sens du fanatisme, avoir un regard béant sur les gens qui m'entourent et sur les sportifs que je pourrais côtoyer de près ou de loin. Mais ouais, j'y reste par ce qu'il dégage, par sa modestie, par sa discrétion, des qualités que je n'ai pas. C'est pour ça que ça a collé. C'est pour moi une C'est pour icône, ça quoi. que ça a collé. Et oui, en plus, on les a connus quand on était ados, donc c'est vrai que Oui, ça toi, parce que aide. tu es plus vieux que moi, mais moi, j'ai vu Je suis beaucoup plus d'images. jeune que toi, c'est vrai. C'est vrai on a saisi. Et puis, c'est une époque où il n'y avait pas beaucoup de matchs. Je prends toujours référence de Laval. Laval qui joue des matchs de Coupe d'Europe face, et Ouais, notamment, je crois que c'est un quart de finale contre le Dynamo de Kiev. Mais qui se rappellerait? Enfin, maintenant, ouais, Laval jouerait ouais. en Europa League ou la quatrième Coupe d'Europe qu'ils ont inventée. Et on a tous souvenir de Michel Le Millinaire, des Oui, Tongos qui oui, jouaient le Dynamo de Kiev. Et parce qu'il y avait très ouais. peu de matchs de football, et tous les Français étaient derrière un match de football, un match de Coupe Et d'Europe. puis surtout, pardon, ça fait vieux con, mais enfin, la plupart n'étaient pas retransmis. Donc il y avait En une plus, vraie. C'est ce que je te disais en off quand je parlais de San Mamés. Moi, j'écoutais le match à la radio, le match retour. Ce match-là m'a plus marqué que des hmm, centaines de matchs que j'ai pu voir des Girondins. Au-delà du fait que c'était un match de hmm, Coupe d'Europe, je l'écoutais à la radio, je me rappelle, un petit ballon, je jouais dans ma chambre, tu vois, j'imaginais la scène. ouais, c'est Enfin, ça, bon, les c'est nouvelles ça. générations ne peuvent pas comprendre ce dont on Non, parle, non, 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 non. mais Ah, mais il y a plus beau que la réalité, il y a la manière dont on le fantasme. complètement. Hein. Alors moi j'ai aussi un Sochaux grâce au Peur de Zurich joué dans Ben la oui, neige oui, avec avec Patrick Révéli, Révéli, ouais, avec Patrick, donc bien sûr, qui avait été transféré. Voilà, ce sont des matchs qui, comme tu le dis, les matchs allés étaient pas retransmis. Enfin, c'était les matchs en France qui étaient retransmis, et on en c'est garde ça, un c'est ça. super souvenir. Dans quelques instants, on va écouter le tout dernier Ouais, numéro. Euh, voilà, le jubilé. Et il y avait beaucoup d'émotions pour le jubilé quand ouais, il en parle. ouais. Je me rappelle, j'étais au stade, c'était dingue. Il a fait rentrer son fils Thibaut à la fin. C'était l'ancien commentateur euh, Thierry Roland qui avait le micro au stade. C'était dingue, c'était dingue. En fait, ben voilà, c'est une autre génération, c'est une autre histoire. Puis on va laisser découvrir ceux qui vont écouter ce podcast avec Ouais. plaisir le jubilé avant de le retrouver le 14 mai, possiblement pour la dernière fois avec le maillot des Girondins à l'Escure. Ça sera un chouette moment. Il n'y a plus une place, mais comme ce sera filmé, il y aura des images de tout ça. On profite, puisque c'est notre dernière minute d'échange. Te remercie, Jérôme, puisque c'est aussi grâce à toi que tout ça a Ah, j'ai fait été un peu de montage. monté Ouais, j'ai fait un peu de montage derrière. avec Non, le c'est pas son. beaucoup de Et plaisir. puis c'est tout à l'image de la générosité du personnage que tu es. Voilà. Bah, c'est parce que Donc je je voulais t'aime, te c'est pour ça. remercier Sinon, devant je toi. l'aurais pas fait. Voilà. Bon, bon, tu Bon, nous à fais le bientôt lancement? alors. Ah tiens, bah oui, allez, fais-nous le lancement, de ce tout dernier numéro. Allez, tu nous le fais en direct et on enchaînera avec l'interview. Allez, c'est parti. Mesdames, Allez. Messieurs, merci d'avoir suivi les épisodes précédents de Tout le monde m'appelle Gigi. Puis, un peu comme un feu d'artifice, voilà le dernier épisode avec le jubilé de ce grand bonhomme, avant ou après de l'avoir retrouvé à l'Escure le 14 mai 2024. Comme ça restera dans les archives. Merci Jérôme. Et puis, comme je dis tout le temps dans le stade, moi, partout et tout le temps, allez Bordeaux. Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui, nous allons évoquer ce 15 mai 89, pardon, qui scellait votre carrière de footballeur professionnel. Et avec ce podcast, cette série, tout le monde m'appelle Gigi, où on a, je crois, retracé les matchs les plus forts de votre carrière. Est-ce que ce jubilé fait partie pour vous des top 3 des émotions qui furent les vôtres en tant que joueur? Oui, un jubilé, c'est toujours un moment important émotionnellement.
Pourquoi? Parce que, d'abord, qu'est-ce que ça représente un jubilé? Et vous l'avez dit, c'est un au revoir. Pas un adieu, c'est un au revoir à la grande compétition, au public, dans un stade où on a eu l'habitude, évidemment, d'évoluer principalement avec son club de cœur, bien sûr les Girondins, en réunissant des partenaires qu'on a appréciés, avec qui on a joué dans le club, en équipe nationale, qui jouaient ailleurs, d'avoir cette communion, parce que pour dire voilà que ça se termine. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que ça clôture la carrière. Alors, un jubilé, il faut qu'il soit festif, bien réussi, que tout le monde soit heureux, alors que sur le fond, on quitte la scène, quoi. Voilà, c'était ce 15 mai 89 et j'ai été satisfait. Qui plus est, il y a eu du monde, le stade était plein, il était télévisé, enfin, tout était réuni. En tout cas, ça a été la fête qu'on peut attendre et qui après, bien, on ferme tout, on range les crampons au vestiaire, si ce n'est qu'on les a pour aller un petit peu s'amuser à droite à gauche, mais qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on a connu et ce que j'ai connu pendant 18 ans de première division. Michel Platini, dans son livre, disait que c'était une petite mort. Vous qui êtes son ami, qui avez été son coéquipier en équipe de France et aux Girondins de Bordeaux via ce jubilé, on va en reparler. Est-ce que pour vous, cette sensation-là, ça a été aussi la vôtre? Il faut prendre une décision. J'ai toujours dit, j'ai pris ma décision de dire j'arrêtais en 88, j'arrête le football de compétition, c'est fini. Et c'est pas facile parce que on a envie. Le cœur, l'envie, elle vous dit non, il faut continuer. Mais moi, j'ai préféré arrêter plutôt qu'on me dise quelques années après, bon allez, c'est bien, t'es gentil, mais allez, arrête, c'est bon, c'est le moment pour toi. Voilà, certainement que j'aurais pu faire 1 an, 2 ans de plus en ménageant mes préparations et puis en ménageant la compétition. Mais c'était fait. Et là, effectivement, on a un grand vide. Le grand vide, c'est que vous voyez les championnats qui reprennent partout, les préparations, et vous, on est là, vous n'allez nulle part. Et votre programme était dicté par les calendriers des matchs, des compétitions. Et là, vous êtes obligé de replonger dans quelque chose de complètement différent, trouver vos marques et vous refaire le programme de fonctionnement de votre vie. On ne peut pas rester là en train de couper de tondre la pelouse, des choses comme ça. Non, voilà. Et on est pendant quelque temps, on est un petit peu, on ne sait pas trop où on va. On va de droite à gauche, mais on est un peu perdu pour après retrouver quelque chose et renclencher un processus. Oui, c'était, on dit c'est une petite mort, mais en tout cas c'est un changement de vie et surtout on est conscient que on change d'un moment qui est la plus belle vie que l'on peut avoir, d'être un joueur de foot de haut niveau, de participer à des compétitions, de représenter un club, de représenter l'équipe nationale. Et ça, c'est pas par orgueil, par fierté, mais ça manque. Quand on se met devant la télé pour voir l'équipe de France, quand on se met à la télé pour voir jouer les Girondins de Bordeaux, et on porte plus le maillot. Oui, c'est à un moment il y a un petit peu de douleur qu'il faut éliminer. Et il y a toujours l'aide du temps, le fameux temps qui est toujours là quand on en a besoin pour nous permettre un petit peu de dissiper tous ces regrets que l'on a. Alain, je ne veux pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais vous parlez du temps. Est-ce que toutes ces années après, vous vous rappelez de ce moment comme un moment qui était quand même une forme de déchirement? Sur le moment, non, parce que sur le moment, j'étais tout à ma joie de voir tout le monde. Mais aujourd'hui, même avec le recul, est-ce que ça vous fait encore du mal? Non, en lui-même, le jubilé, non, parce que le jubilé, vraiment, il correspondait à ce qui devait être. C'est au revoir, ce lien avec le public bordelais, avec tous mes amis autour. Non, là, c'était vraiment ça. Et oui, c'est un au revoir comme ça peut arriver dans les sociétés où on fête le départ à la retraite d'un ami, d'un collègue avec qui on travaille. C'est pareil. Donc, on n'est pas dans comment dirais-je,
dans les pleurs, dans le déchirement, parce que non, c'est au contraire, il faut que ça soit heureux, etc. Parce que voilà, on est content. Pourquoi? Parce que ça scelle encore plus les liens avec les partenaires, avec le public. Et je le vois aujourd'hui. Aujourd'hui, je mets les pieds à Bordeaux et on m'interpelle dans la rue, gentiment, mais plus que gentiment, agréablement, d'une façon très sympathique. Voilà, et c'est ça. Donc, le jubilé permet de saluer, de dire au revoir publiquement, avec le public notamment, avec les partenaires. C'est pas un arrêt est un arrêt, c'est une obligation, c'est fini. Mais ça se termine comme ça, c'est terminé, au revoir, je pars de mon côté et je laisse les personnes qui m'ont accompagné, le public pendant toutes ces années, voilà, sans rien, sans aucune relation, aucun lien. Et là, le jubilé le permet parce que les gens ils savent, enfin, ils se rendent compte que voilà, ça y est, bien on l'a vu, c'était la dernière fois, mais on le sait. Je matérialise une réalité plutôt que qu'elle se fasse en disant bon, ben voilà, c'est fini, j'arrête, au revoir, merci. Et terminé, il n'y a rien qui se passe après. Donc, c'est comme ça que j'ai conçu ce jubilé et ce qu'il représentait pour moi. Alain, on a décidé ensemble de faire ces podcasts pour que les nouvelles générations puissent connaître à fin 2023 qui fut le meilleur joueur de tous les temps des Girondins de Bordeaux. Et en l'occurrence, c'est vous, Alain Giresse. Donc l'idée, c'est de transmettre. Moi, je voudrais que dans ce dernier podcast, et je sais qu'il y a une zone d'ombre et que peut-être vous n'allez pas vouloir aujourd'hui mettre la lumière dessus, mais que quand même, vous nous racontiez avec vos mots, des années après, et je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets ou pas, mais cette réconciliation qu'il y a eu entre vous et le président Besse, qui avait eu des mots très durs quand vous étiez parti à Marseille, et qui, d'après ce qui se dit, avec la mairie de Bordeaux et avec toutes les personnes influentes, vous vous êtes retrouvés pour vous serrer la main et valider le fait qu'il y ait ce jubilé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez un peu nous éclaircir sur cette période-là et sur ce rendez-vous? Je préfère parler de ce rendez-vous et du retour, effectivement, parce que le départ avait été très douloureux pour moi. Et ça, je le confirme, de quitter à cause de malentendus, d'incompréhension, etc. Bon, et mon retour dans la région, effectivement, je me retrouvais confronté à quoi? À un éloignement avec le club et les responsables. Et là, le maire de Bordeaux, Jacques Chambé-Delmas, nous a donné rendez-vous, nous a réunis à la mairie en plein été. Il est monté de son Pays Basque où il était en vacances et il nous a dit que Bordeaux avait besoin de personnes comme vous, le président évidemment, avec ce qu'il faisait pour les Girondins, et moi en tant qu'homme de la région, joueur emblématique du club, voilà. Et effectivement, je crois que là, il faut savoir mettre sa fierté et son orgueil de côté personnellement pour se rendre compte de justement, le président, c'était quand même président des Girondins de Bordeaux. Moi, j'ai été un joueur qui avait marqué l'histoire et c'était mieux pour la représentation de la ville, du club, qu'on aille dans le sens. On s'est préoccupé plutôt de servir que de se servir soi-même. Et c'est pour ça qu'après, ça permet derrière, et d'ailleurs, monsieur le maire a dit, écoutez, président, on préparera un jubilé pour que la fin d'Alain se termine comme on l'a évoqué. Voilà. Et oui, je trouve que Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Alain, quand... il a dit, président, bon, voilà, écoutez, hein, vous allez vous serrer la main. Et puis, comme il était le président, allez, Bordeaux, hein, toujours se soutient. Il venait dans les vestiaires. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Paris après la finale 86, quand je lui ai porté la coupe, je lui ai donné dans les bras. Voilà, il m'a pris dans les bras. Pour moi, c'est des moments énormes. C'était le représentant de la ville de Bordeaux. C'est notre premier supporter, notre premier soutien. Et voilà, c'était pas rien. C'est tout un symbole. Et donc là, quand il a dit au président, bon, mais président, puis maintenant, pour sceller tout ça, on fera le jubilé. Ça posait le problème à personne. La preuve, c'est que le jubilé a été bien mis en place. Il a été réussi avec le club, avec les Girondins, avec toutes les personnes qui se sont mis en œuvre pour que ce jubilé soit réussi. Alors ce jour-là, il y a une sélection internationale
face à une sélection qu'on aurait pu penser bordelaise, mais quand on voit les joueurs qui ont rejoint les Girondins de Bordeaux ce jour-là, on aurait été champion de 10 ans d'affilée, puisque, Je pense. puisque Dominique Rocheteau a joué avec vous, que Michel Platini a joué avec vous, Madjer a joué Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, absolument. De l'autre côté, Madjer. Ouais, là-bas, après, c'était des internationaux de France et des internationaux qui venaient de l'étranger, qui jouaient dans des grands pays de football, oui. On avait réuni c'était un beau plateau qu'il y avait. Et par contre, j'avais mis des conditions, notamment dans la composition d'équipe. J'ai dit à Michel, par contre, Michel, ici, le 10, c'est moi. Donc, il m'a dit, pas de problème. Il portait le 9 ce jour-là et moi, j'avais le 10. C'est la première fois que je jouais avec Michel Platini, qui ne portait pas son numéro 10, mais que c'était moi qui le portais. Mais c'était marrant parce que, bon, évidemment que tout le monde chambrait, hein, t'as pas le 10, etc. Et non, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit de cette génération, de notre génération. Puis cette équipe que j'avais été à la base de la composition, évidemment, vous l'avez dit, une équipe comme ça, celle-là, des championnats, elle en a remporté. Et je peux vous dire, franchement, vous reprenez cette équipe, vous reprenez tous les joueurs qui la composé, mais Eric, c'est pas que de championnat que je vous parle. Je vais vous parler de Coupe d'Europe. Parce que là, on pouvait avancer sur la Coupe d'Europe. Vous aviez un buteur comme Jean-Pierre Papin. Vous avez Michel Platini aux commandes. Vous avez René Girard, Jean Tigana, etc. La défense avec des garçons comme Patrick Battiston. Non, mais attendez, je peux vous dire que là, on pouvait postuler, sincèrement, hein, c'est une espèce, c'est totalement utopique, mais c'est vrai, elle avait le potentiel pour aller flirter avec la Coupe d'Europe. Hein. Alors, petites informations pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là. Et j'ai un âge où j'avais eu le bonheur d'être dans le stade ce jour-là. Rappelez que le MC, le speaker du stade, c'était un homme qui présentait la télévision, puisque c'était le duo. Alors, je me rappelle plus si Jean-Michel Larquet était là, mais Thierry Roland présentait le match à l'Escure. Non, Eric, pardon, Thierry Roland était présent en tant que président du Variété qui avait joué à Lever le Rideau, mais c'était Charles Bietri puisque c'était Canal. Ah non, mais je parle dans le stade. Dans le stade. Ah oui, dans le stade. Oui, Thierry Roland était. Ah oui, dans Thierry le stade. Roland, Thierry Roland. Et rappelez pour ceux qui nous écoutent et on vous invite à revoir les images. D'abord, 2 choses incroyables. Vous donnez un ballon à l'aile à Platini qui directement redonne au premier poteau et c'est, je crois, le frère Vujovic qui met de la tête. Et le plus rigolo, c'est que vous marquez aussi de la tête pendant votre jubilé. Sur une passe de Platini. Comme quoi, vous voyez, il y avait des choses qui étaient complètement improbables, mais dans des situations comme ça, elles deviennent réalisables. La preuve. Mais bon, le ballon que Michel m'a donné, bon, je savais que je pouvais m'engager, que le ballon, j'allais pas besoin de savoir s'il allait aller à droite, à gauche. Je savais qu'il allait arriver à un endroit où j'allais pouvoir le jouer. Et cet endroit-là, c'était la tête. Ça aurait pu être le pied. Il met la tête. Donc, moi, il m'a donné 90% et j'avais 10% à mettre de la tête. Voilà. Parce que vous avez toujours été modeste. Alain, Non, mais il y a des réalités. Attends, Eric, alors, si vous voulez faire égratigner, éliminer ma modestie, j'ai eu des matchs où j'ai envoyé à Michel 90% en équipe de France. C'était à mon tour aussi de pouvoir le faire. Il y a eu le match contre l'Angleterre, notamment contre la Belgique, etc., où moi j'ai donné à Michel 90% du but qu'il allait marquer. Donc vous voyez que ça s'équilibre. Michel Vautreau était l'arbitre de ce match. Faut rappeler que c'était l'un des meilleurs sifflets au monde à l'époque. Coup de sifflet final, Alain, avec je revois les images, vous êtes beau. D'abord, vous êtes tellement un bon joueur, mais vous êtes beau avec le ballon et beau sans, avec ce beau maillot Opel que vous aviez sur la peau. Coup de sifflet final, qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre tête au moment où vous faites ce tour d'honneur? C'est fini. Ce que je suis en train de faire grâce au jubilé, à travers le jubilé, c'est terminé. Ça se fera plus. C'est la petite prolongation d'une carrière que l'on fait. Et là, on prend conscience, bon voilà, qu'on rentre au vestiaire,
terminé dans un stade plein, dans une ambiance, avec des très grands joueurs, avec une opposition. Tout ça, là, ça y est, ça clôture tout. On a la confiance et on garde vraiment que des souvenirs de cette journée. Et puis après, on va terminer, on va se retrouver, on va rire, on va plaisanter. Mais après, c'est terminé. C'est-à-dire que une fois que j'ai rangé les crampons, le sac et tout ça, je sais qu'il ressortira plus dans ces conditions-là. Après, voilà. Et il faut l'accepter. C'est pas évident. D'abord parce que quand on est joueur, on me dit il faut préparer son après-football. Oui, mais d'accord. Préparez-le. Préparez-le. On peut le préparer sur le plan de la logistique personnelle, etc. Mais vous pouvez pas, mentalement, vous pouvez pas le préparer. Mais c'est impossible. Quand vous êtes pris dans la carrière, ce que ça réclame, ce que ça exige, euh, ce que non, on peut pas. On est concentré sur notre football. Euh, euh, on peut pas. L'autre jour, j'ai eu un échange avec le capitaine actuel Barbier des Girondins et qui me dit vous avez gagné des titres avec les Girondins et nous on cherche à monter, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit ce qu'il faut faire. Il faut jamais déroger de son objectif. Il faut toujours se remettre en cause. Il faut pas se dire que on est arrivé alors que la ligne d'arrivée, le poteau d'arrivée là, n'a été franchi. Jamais, jamais. Et j'ai toujours vécu comme ça, pour monter en puissance, pour être performant jusqu'au dernier jour. Et après, la carrière, et c'est vrai qu'à travers les podcasts, ça m'a fait du bien de revenir, parce qu'on a parlé de choses qui étaient concrètes, etc., où maintenant, je prends la mesure de tout ce que ça a été, de tout ce que ça représente, et de tout ce que ça donne comme sensation à l'évoquer. Et je me déconnecte de moi-même et je me dis, mais ouais, c'est chouette ce que tu as fait. Je me parle à moi-même. Je me dédouble en disant, c'est chouette, t'as vu ça? T'as vu ces matchs? T'as vu ces rencontres? T'as vu ce but? Et là, voilà, ça prend toute sa dimension. C'est pour ça qu'on me dit, mais vous n'avez pas de regret de quoi? De dire que ce jour-là, ouais, j'ai raté un but ou j'ai fait une mauvaise passe, c'est plus rien par rapport à tout ce qu'il y a au-dessus et qui vraiment est d'une valeur exceptionnelle dans une vie. Et aujourd'hui, je le vois parce que je suis accompagné, je suis toujours accompagné. Quand je vous l'ai dit qu'on m'interpelle, je le vois, que ce soit à Bordeaux, mais même ailleurs, même à mon plus grand, avec mon étonnement, on m'interpelle encore et toujours. On peut prendre une photo. Alors maintenant, avec les téléphones mobiles, on peut faire des photos. J'arrête pas de faire des photos et tout ça, avec les remerciements des gens. Des fois, je suis avec ma famille, et ma famille me regarde, je les regarde, je dis oui, qu'est-ce que c'est? Mais encore, on me dit, encore, oui, mais j'ai rien demandé, c'est pas des rendez-vous que je fixe. C'est comme ça, c'est totalement spontané de la part des gens. Alors, on est compte, tout ça, j'ai eu ce privilège voilà, de vivre ce que je vis et aujourd'hui d'arriver à d'en parler avec vous. Alain, on arrive au terme de cette série de plusieurs podcasts qui étaient de 10 minutes, sauf celui-ci parce qu'il est forcément exceptionnel. Il met un terme à nos échanges, au moins via les podcasts et de vos meilleurs moments de joueurs, puisqu'on sait que vous avez été sélectionneur après, mais ce n'était pas le sujet. Pour quelqu'un qui va écouter ce podcast dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, que sais-je, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ait envie de se rappeler de vous en tant que joueur? Oula, là, il faut faire attention parce que de savoir comment les gens peuvent me ressentir ce que j'ai dit, me ressentir, de se rendre compte que ils écoutent quelqu'un qui est un passionné, passionné par le football. J'ai rien fait, j'ai pas eu d'objectif très très précis de vouloir être un joueur de foot. J'ai ça, j'aimais le foot, je rêvais, mais j'avais pas cette obsession. Et ma passion m'a amené, et puis mes possibilités, et puis le talent que j'avais, que j'ai travaillé, m'a amené à devenir un grand joueur, voilà, et des grandes compétitions. Et tout ça par une passion. Alors, peut-être c'est plus facile de se passionner du football, mais en tout cas, ça donne un sens, quoi. Ça m'a donné un sens à ma vie. Et surtout, je me suis pas enfermé dans ce que j'ai connu. Moi, en plus,
je l'ouvre à tout le monde. Je l'ouvre à tout le monde parce que justement, j'ai eu, et je le dis, je le répète, je l'ai partagé. Je l'ai partagé avec les coéquipiers, j'ai partagé avec les publics. Voilà, et tout ça. Et ils se disent, mais ce bonhomme-là, waouh, mais lui, il est passionné, tout ça. Dernièrement, j'étais encore dans une sélection avec des nouveaux adjoints qui me connaissaient pas. Et quand on s'est plongé dans le travail, ils m'ont dit, mais toi, tu as la passion en toi. J'ai dit, mais la passion, c'est la vie. Et je plains ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas l'avoir. Et je veux dire, oui, c'est ça. Ils ont en face de, ils écoutent quelqu'un, voilà, qui a aimé, qui a une passion sans limite de quelque chose qui lui a permis de vivre des moments exceptionnels. Alain Giresse, tout le monde vous appelle Gigi, jusqu'au bout on vous appellera Gigi, le petit prince de l'Escure, le meilleur joueur de l'histoire du mythique Football Club des Girondins de Bordeaux. Merci pour ces moments qui, je l'espère et j'en suis même persuadé, seront écoutés par de très nombreux supporters des Girondins, mais même au-delà de football, parce que finalement c'est le football qui sort gagnant quand on a un joueur comme vous sur un terrain. Merci Gigi, puis j'ai envie de vous dire que je vous souhaite les mêmes résultats en tant que sélectionneur que ceux que vous avez eus en tant que footballeur. Merci Alain. Merci Eric, et je ne vous dis pas à bientôt, mais je vous dis au revoir. Au revoir Alain.